Merci à tous, merci pour votre invitation. Merci pour ces éloges qui ne sont pas mérités. Je fais juste mon métier, comme tous ceux qui sont ici présents. Et j'essaye de mettre le peu de choses que je sais au service des patients et des patientes que je prends en charge. Je vais enchaîner sur la conférence. Je vous prie de m'excuser parce que vous allez voir qu'il y a peut-être effectivement quelques terminologies ésotériques. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, même pour me demander l'heure si vous voulez. C'est évidemment probablement de la longévité de mes propos. Mais en tout cas, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez pas, parce que l'objectif, c'est qu'on parcourt un petit peu ensemble le lien entre vieillissement et cancer, et qu'on voit un peu si ces passerelles sont si évidentes que ça, tant dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre en place un certain nombre de comportements au quotidien qui vont nous permettre de mieux vieillir, et peut-être en vieillissant mieux, d'éviter un certain nombre de cancers. Alors, je me suis longtemps posé la question, un, pourquoi on m'a posé cette question, et deux, comment j'allais y répondre. Alors le pourquoi est relativement simple, puisque vous voyez, je vais peut-être prendre le micro HF, je ne sais pas si vous l'avez branché, monsieur. C'est qu'en fait, si on regarde la population de plus de 65 ans, il y a en gros 2 tiers des patients qui ont un cancer qui ont plus de 65 ans. Donc le cancer touche une population un peu plus âgée. Ça, on le sait depuis très longtemps. Et deuxièmement, lorsqu'on regarde maintenant la mortalité, près de 3/4 des patients qui décèdent d'un cancer sont des patients âgés de plus de 70 ans, 65 ans, 70 ans. Donc ça veut dire que cette mortalité est plus importante dans les populations âgées. Et donc c'est un véritable enjeu de santé publique, puisque vous voyez que les dernières données de l'Institut national du cancer montrent qu'au-delà de 75 ans, l'incidence des cancers, c'est en gros 80 000 cas. Je vous rappelle que en France, on va dire qu'on va prendre cet exemple-là, on le connaît bien, il y a 1000 nouveaux cas de cancer par jour en France. Il y a 365 jours, il y a 365 000 cas par an en France de cancer. Eh bien, si on regarde le nombre de cancers qui touchent les sujets de plus de 75 ans, c'est 80 000, donc ce n'est pas la majorité, c'est 80 000, en mortalité, c'est 70 000, c'est-à-dire que c'est relativement conséquent. Alors, vieillir sans cancer, c'est un véritable enjeu. C'est un enjeu d'abord pour les patients, qui ne le sont pas encore, pour la population. Et donc, c'est un enjeu de santé publique. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour éviter d'avoir à prendre en charge des maladies qui sont parfois graves et parfois incurables? Alors, je vais revenir sur quelques définitions. Parce que quand on parle de vieillissement et de cancer, il faut déjà qu'on s'entende sur ce que c'est qu'un sujet âgé et ce que c'est qu'un cancer. Ce qui n'est pas si simple, en tout cas pour le vieillissement. Vieillissement, je suis allé rechercher, ça c'est parce que, comme vous l'a dit Bernard, à force de parler plusieurs langues, je ne sais pas très bien où je suis, donc je me rapporte souvent au dictionnaire. Et la définition, c'est l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge mûr. Et vous allez me dire, c'est quoi l'âge mûr? Si je demande à mon petit garçon de 10 ans, il va me dire qu'à 12 ans, il aura un âge mûr, parce qu'il voudra quelque chose. Je ne suis pas sûr que l'âge mûr, c'est 30, 40, 50, 60. C'est strictement rien. Deuxièmement, c'est la résultante des effets impliqués de facteurs génétiques. Il y a un vieillissement intrinsèque. On le veuille ou non, on vieillit tous les jours, chaque heure qui passe, avec une petite différence d'un point de vue physique et mathématique. Un enfant de 1 an qui passe de 1 an à 2 ans, il a multiplié de 100% son âge en 1 an. Une personne qui passe de 80 à 81 ans, elle aura aussi pris 1 an, mais c'est 1/80e de son âge qu'elle a. Donc, à force de vieillir, on vieillit plus lentement. On vieillit plus vite au départ qu'à l'arrivée. Ça aussi, c'est important pour les métabolismes. Et puis, il y a des facteurs environnementaux auxquels est soumis l'organisme tout au long de sa vie. Et on ne vit pas dans un bocal, Dieu merci. On profite de ce qui nous entoure, mais aussi, on paye le prix de ce qui nous entoure en termes de, éventuellement, facteurs extrinsèques qui peuvent influencer notre santé. C'est un processus qui est lent, progressif, qui doit être distingué des maladies. La grossesse n'est pas une maladie, le vieillissement n'est pas une maladie. C'est un état physiologique qui va évoluer au cours du temps. Et l'état d'une santé d'une personne âgée résulte habituellement des effets du vieillissement, des effets additifs des maladies passées, c'est des séquelles actuelles, chroniques ou éventuellement aiguës. Donc ça, c'est sur la vieillesse. Le deuxième point, c'est l'espérance de vie. Ça, c'est relativement simple, même si les statistiques sont formelles, et je vous rassure, c'est malheureusement le cas dans tous les pays du monde, 100% des personnes décèdent. On a essayé de trouver des... Encore que, vous verrez plus tard, que l'objectif finalement du cancer, c'est l'immortalité. Le gros paradoxe,
c'est que quand on a un cancer, on héberge en soi des cellules qui n'ont qu'un objectif, c'est d'être immortel. Et c'est l'objectif d'être immortel qui va vous rendre mortel, peut-être plus rapidement que les autres. Et donc l'espérance de vie en nombre moyen d'années que peuvent espérer vivre les personnes d'une classe d'âge donné, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie. Mais on peut aussi parler d'espérance de vie sans incapacité, parce que ce qui compte, c'est pas seulement ce qu'on vit, c'est la manière dont on le vit. On peut vivre des tas d'années dans des conditions défavorables, et ça peut être très dur, et on peut vivre quelques années dans des conditions favorables, et au final faire beaucoup plus de choses que de vivre ces tas d'années dans des conditions défavorables. Donc la qualité de vie est quelque chose qui vient pondérer l'espérance. Alors cancer maintenant, qu'est-ce que c'est ? Notre organisation mère, l'Organisation mondiale de la santé, dit que c'est un terme général qu'on applique à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. Ça ne nous avance pas plus. La caractéristique, c'est qu'il y a des cellules qui prolifèrent, que ces cellules sont anormales et qu'elles peuvent essaimer dans d'autres organes. En fait, la caractéristique la plus simple du cancer, et du cancer entre guillemets grave, c'est la possibilité de donner des métastases. C'est aussi simple que ça. Il y a des caractéristiques biologiques, c'est vrai, on va y revenir, mais ce qui caractérise le cancer et le risque vital enclenché par le cancer, c'est la possibilité d'essaimer et de toucher les autres organes. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'une grande majorité de ces cancers peuvent être prévenus, en évitant les principaux facteurs de risque. Je vous ai juste cité le tabagisme, mais il n'y a pas que ça. Les infections virales, certaines, comme les hépatites, peuvent favoriser notamment l'apparition de cirrhose, puis dans un deuxième temps, de carcinome hépatocellulaire, de cancer du foie. Et on sait qu'il y a un nombre significatif de cancers qui peuvent être soignés par la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, surtout s'ils sont détectés tôt. Donc globalement, les enjeux de santé publique, c'est éviter que les cancers n'apparaissent, et pour ceux qu'on sait guérir, à des stades précoces et détectés précocement. D'où les campagnes de dépistage, cancer du sein, cancer colorectal, discussion sur l'intérêt du dépistage du cancer de la prostate et d'autres cancers peut-être bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est que les caractéristiques biologiques d'un cancer? C'est un terme général, comme je vous ai dit, qui désigne une série de maladies. Mais ce qu'on sait, c'est que, premièrement, les cellules sont anarchiques. Si vous réfléchissez à la manière dont vous êtes fait, vous êtes constitué de millions de cellules, et ces cellules communiquent entre elles, puisqu'elles sont capables de constituer une enveloppe, qui est votre peau, un certain nombre d'organes qui ont un certain nombre de fonctions. Et c'est cette cohésion et cette communication entre les cellules qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un individu, dans l'espèce animale, l'hominidé, mais ça n'empêche que c'est cette communication particulière et l'absence d'anarchie qui fait que vous êtes capable de grandir, d'évoluer, d'apprendre, de faire des choses, tout simplement de vivre normalement, ce qu'on pourrait appeler normalement aujourd'hui. La caractéristique des cellules cancéreuses, c'est qu'elles sont déjà indépendantes, elles sont anarchiques. C'est comme si vous aviez à la maison 15 enfants qui font ce qu'ils veulent. Alors déjà 2, c'est pas ça, mais 15, et si c'est des centaines, vous voyez que ça devient excessivement compliqué. Le deuxième point, c'est qu'ils sont insensibles aussi aux mécanismes antiprolifératifs. Si vous leur dites, tu vas ranger ta chambre, ils vont répondre, j'ai pas entendu. C'est exactement la même chose. Je fais ce que je veux. Je ne suis pas capable de m'arrêter. Le troisième point, donc c'est ce point de non-limite, elles sont capables de croître à l'infini. Or, une cellule qui se multiplie à l'infini, par définition, c'est quelque part se rapprocher de l'immortalité. C'est la possibilité de continuer à se développer sans arrêt. Donc vous voyez que les enjeux sur la compréhension du cancer, ils sont relativement proches de ceux des enjeux sur la compréhension des deux âges extrêmes de la vie. Un, on va prendre la fin, le vieillissement, et deux, le début, l'embryogénèse. Comment est-ce qu'à partir d'une seule cellule, on constitue un organisme? Comment, à partir ici d'une seule cellule qui devient folle, on provoque cette anarchie avec plein de cellules qui vont se mettre n'importe où. Et il y a beaucoup d'analogies entre ce qu'on appelle l'embryogénèse, la formation des embryons, les mécanismes biologiques de formation des embryons et de constitution des tumeurs, et également les mécanismes de vieillissement et la constitution des tumeurs. Et puis il y a deux autres capacités particulières. Une, c'est que ça va être capable d'attirer vers elle, ces cellules, elles vont être capables d'attirer vers elles toute l'énergie nécessaire au développement, l'angiogénèse, faire fabriquer des vaisseaux. Et la deuxième, c'est qu'elles vont acquérir un pouvoir invasif de production de nouvelles cellules à d'autres endroits, donc de métastases. Donc là, on a un peu avancé sur la définition. Et si on regarde les principales causes de cancer que l'on a, en fait, on a de façon très schématique
Les facteurs de risque qu'on appelle internes, c'est les anomalies du génome. Il y a des familles à risque génétique. Mais ça, c'est pas beaucoup en fait. Quand on regarde les vraies causes génomiques héritées, c'est de l'ordre de 5 à 10%. Donc la très grande majorité des cancers ne sont pas liés à ces anomalies génétiques constitutives existant à la naissance. Et puis, il y a toutes les causes externes. Les agents infectieux, l'alimentation, l'exposition à un certain nombre de substances cancérigènes. Et ça, c'est, voilà, vous voyez, en gros, on pense qu'un quart à un tiers des cancers pourraient être évités s'il n'y avait pas de tabagisme. À peu près la même chose si on faisait attention au régime alimentaire. Si on réduit certaines infections, on va réduire de 15 à 20% le nombre de cancers. Et puis pour le reste, et les autres facteurs, alors on ne peut peut-être pas éviter qu'il y ait du soleil, et c'est tant mieux d'ailleurs. Je remercie les organisateurs d'avoir amené le soleil aujourd'hui pour la conférence. Il faisait beau à Paris aussi, mais c'est toujours agréable d'avoir la mer en plus. Mais ça n'empêche que les radiations lumisantes, les rayonnements, si on ne se protège pas suffisamment, vont exposer un risque de cancer, le stress, un certain nombre d'activités de pollution, le manque d'activité physique, un certain nombre de polluants qu'il peut y avoir dans l'atmosphère, augmentent le risque de cancer.